Vous êtes à la croisée des chemins entre le clair et l'obscur. Que choisissez-vous? Vierge, une chance incroyable vous met inexorablement dans la bonne direction. Balance, si vous réussissez sur le plan professionnel, c'est l'inverse dans votre vie amoureuse. Scorpion, à vouloir aller trop vite ou risquer de tout perdre, prenez le temps d'aimer. Sagittaire, c'est le calme dans votre vie que vous faites le tri entre le passé et le futur. Capricorne, vous êtes en plein préparatif pour faire un voyage à l'étranger. Verseau, vous avez une opportunité à saisir sur une proposition de travail. Poisson, vous allez devoir faire des concessions si vous voulez changer de travail. Une très belle journée à tous. Merci Angélique, bonne journée à vous et vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Un petit peu plus de 9h sur la radio du bien-être, le flash valdoisien avec Agaï Podard. Et les enseignants de Garges et Sarcelles manifestent pour plus de moyens. Pas d'audience, pas de silence. C'est ce qu'a crié une cinquantaine de professeurs et de parents d'élèves des collèges de Garges et de Sarcelles ce mercredi à Ony, sous les fenêtres des bureaux de l'inspection académique. Avec des casseroles et des percussions et un mégaphone, les manifestants réclamaient d'être reçus pour les problèmes qu'ils rencontrent en réseau d'éducation prioritaire. Les manifestants n'ont pas eu l'audience qu'ils réclamaient. Un peu d'art maintenant. À Cormeilles en Parisis, une exposition photo donne un autre regard sur la vieillesse. On est toujours beau, même quand les années passent. C'est en substance la base de l'opération Regard, une série de photographies qui sera exposée vendredi dans le parc de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Zangor, à Cormeilles en Parisis. Les clichés sont des portraits des résidents de l'EHPAD Zangor. Ces photos ont été prises par Aline Galmiche-Cartier et visent à changer le regard des personnes âgées sur elles-mêmes. Un peu de science maintenant. Dans le Val d'Oise, des collégiens s'affrontent dans un concours de robots. 12 équipes de collégiens issus de 11 établissements ont participé ce mercredi au VOBot Challenge au collège Georges Brassens de Persan. Un concours de robots organisé par le conseil départemental du Val d'Oise. Les adolescents devaient faire passer à leur machine un certain nombre d'épreuves. Lors de ces épreuves, les robots doivent remplir des tâches et effectuer des déplacements grâce au programme informatique écrit par les élèves. La première place revient à l'équipe du collège Georges Brassens de Persan. Et pour clôturer ce flash, la Coupe du Monde 2018 dans le Val d'Oise, certaines communes se sont organisées pour diffuser des matchs, mais aussi proposer des animations. À Sargy, on sort le grand jeu pour les matchs de quart et demi-finale. Du 6 au 15 juillet, un écran géant de plus de 16 mètres est mis à disposition. Une fan zone y est également installée. Argenteuil retransmettra le match de la finale, quels que soient les finalistes, au parc des Berges le 15 juillet. Compte tenu des mesures de sécurité imposées, la préfecture de la ville n'a choisi d'organiser qu'un seul événement. Merci beaucoup à Yaeli Podard. D'autres informations à 12h10 sur la radio du bien-être. Un autre flash valdoisien comme tous les jours de la semaine, 12h10 mais aussi 17h10. Vous avez rendez-vous maintenant avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Et notamment ce matin, elle parlera d'une école de formation dans le Val d'Oise. Bonne journée et à demain matin pour une autre matinale sur IDFM Radio Anguin. C'est pas bon? Non, ça c'était hier. C'est pas rien. Aujourd'hui, c'est gaz naturel biométhane. C'était votre programme que j'avais sur... Ah bon? Bon, c'est pas grave. Allez, alors quand vous parlez bien près du micro. Et si jamais vous voulez interagir avec l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, au contraire même. Et simplement, vous me faites un petit signe que je puisse vous passer la parole en annonçant votre nom. Non, je ne coupe pas. Je ne coupe pas, mais je vous ai... Alors, on y va pour l'instant. Vous verrez, on verra. On y va. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci de nous suivre. Nous sommes au bar de l'économie sur la FM 98.0, en vidéo via Facebook ou en web radio sur le net, par bien sûr notre site internet sur le petit onglet la petite flèche. Alors aujourd'hui nous allons parler gaz naturel, biométhane et puis plateforme RH. Tout de suite j'accueille nos invités. Michel Piazza, bonjour. Bonjour Florence Sueur, bonjour aux auditeurs. Vous êtes le directeur territorial Gaz Réseau Distribution de France qu'on connaît sous le nom de GRDF et vous occupez en particulier de l'ouest francilien, c'est-à-dire du Val d'Oise, des Yvelines et de l'Essonne. Après avoir travaillé chez Engie, GDF, Suez ou EDF, on peut dire que vous êtes un spécialiste de l'énergie. GRDF, c'est notre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France. Il est chargé d'une délégation de services publics sous le contrôle des collectivités locales qui sont propriétaires du réseau de distribution. Donc vous acheminez et distribuez chaque jour
pour 11 millions de consommateurs dans plus de 9500 communes et pour le compte de plus de 30 fournisseurs. Alors ensemble, nous verrons votre rôle en Île-de-France et bien sûr dans le Val d'Oise, mais aussi la place du gaz dans la transition énergétique. Où en sont les projets de développement de la filière biométhane et de GNV, le gaz naturel pour les véhicules. Et puis GRDF est partenaire depuis quelques mois de la plateforme d'innovation que j'appelle l'incubateur, c'est-à-dire, en tout cas là, vous avez choisi Paris Co. Vous avez signé récemment un contrat aussi avec les pompiers du Val d'Oise, on en a parlé quand le SDIS est venu à l'antenne au mois de mars. À vos côtés, Justine Bouillère, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Florence. Vous êtes chargée de projet RH pour la plateforme d'appui RH pour les chefs d'entreprise de l'association AVEC. Donc avec vous, nous verrons ensemble qui est l'association AVEC et ce que vous proposez au travers bien sûr de cette plateforme destinée aux dirigeants de PME et d'associations de moins de 50 salariés. Alors les TPE que j'avais hier à l'antenne vont être très contentes parce qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas souvent la parole. L'info du jour, les infos du jour à retenir, eh bien oui, vous en avez entendu parler. Le 14e rapport du Conseil d'orientation des retraites vient d'être publié avec une réflexion sur les évolutions et perspectives des retraites en France d'ici 2027. Ce rapport annuel présente les perspectives financières du système de retraite et donc présente des différents scénarios pour le futur. En fait, vous pouvez tout à fait le télécharger sur le site du Conseil des retraites. Ça s'appelle COR, retraite au pluriel.fr. En fait, c'est le début d'une réflexion sur la réforme des retraites car des propositions sont attendues par le gouvernement pour le mois de décembre. Le chef de l'État a demandé des propositions innovantes et c'est pourquoi depuis 2 jours, vous avez peut-être entendu parler de l'harmonisation de tous les systèmes de calcul de retraite et l'idée d'une modification du système de réversion pour les femmes qui fait son chemin. Alors là, évidemment, on attend ça avec circonspection. Donc ces propositions seront annoncées en décembre pour un vote par l'Assemblée nationale et le Sénat attendu au premier trimestre 2019. Seconde info à retenir, eh bien c'est les impayés. Les impayés ont représenté un manque à investir de 56 milliards d'euros, soit 2% du PIB pour l'économie française, selon l'étude annuelle de l'ANCR qui s'appelle le coût de l'impayé. Alors, le respect des délais de paiement pourrait permettre de libérer 12 milliards d'euros de trésorerie, c'est pas neutre. Sur les 8 milliards de créances confiées chaque année aux professionnels de recouvrement, seulement 2 milliards sont récupérés. 90% des sommes sont recouvrées par voie amiable et plus d'une procédure collective sur 4 est causée par des problèmes d'impayés et de retard de paiement, il fallait tout de même le signaler. Seuls 18% des particuliers débiteurs sont réellement insolvables. Au final, l'ANCR a évalué le préjudice moyen d'un retard de paiement d'une créance contractée entre les professionnels à 600 € le coût, et puis le coût unitaire pour les petites créances contractées entre les professionnels et les particuliers, c'est-à-dire le consommateur, à 30 €. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. Tout de suite, on va faire une petite pause musicale. C'est parti. Et voilà. Mais après, c'est à vous. Stylo ? Ouais, je voulais caler à 1h20. Ok, donc là c'était qui déjà? C'est le Il y a la cuisine qui vient de nous là. Pardon? C'est la cuisine qui vient de nous. Ah, très bien. Alors au niveau de la cuisine, au niveau de la musique, on va voyager dans l'électro. C'est ça. C'est un autre as. Ça fait une semaine qu'on voyage dans l'électro, sauf hier, comme il y a eu le décès d'Yvette Horner. Bonjour Bruno, ça va? Je faisais un hommage à Yvette Horner, mais avec des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce qu'au bar de l'économie, je ne vais pas passer de la musette, je passe un autre style d'accordéon. C'est possible, après, de trouver un podcast. Parce qu'on fait beaucoup d'accordéon. On a 1 heure d'accordéon tous les jours. C'est bien, pour la population. Voilà. Pour tous les goûts. D'accord, ok, ouais. Mais on a toutes les musiques. Florence, on y retourne dans 11 secondes. Oula, oui. Ouais. À vous. Voilà, vous vous souvenez que depuis une semaine, nous voyageons au travers
de la musique électro, eh bien c'était un autre genre, beaucoup plus abordable aujourd'hui, avec Bakermat Dunn. Voilà, il en faut pour tous les goûts en musique, et notamment en musique électro. Alors Michel Piazza, vous êtes donc le directeur territorial de GRDF. Ça représente combien de personnes en Val d'Oise, par exemple? Effectivement, GRDF est bien implanté dans le Val d'Oise avec au moins 3 sites, Cergy, Pontoise, Daumont, pour à peu près 200 salariés. 200 salariés. Alors, qui font quoi? Que fait GRDF et pourquoi des bureaux un petit peu dans tous les départements? Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Île-de-France et le Val d'Oise, bien sûr. Voilà, il ne nous a pas échappé que GRDF effectivement est un service public destiné à acheminer, distribuer le gaz naturel, donc un opérateur de réseau, mission de service public à part entière. Dans votre présentation, effectivement, vous rappeliez cette vision historique de l'entreprise GRDF. Sachez toutefois qu'il y a une autre dimension, et c'est un peu l'objet de ce débat de ce matin que je souhaitais porter à connaissance aux auditeurs, à savoir, et ça a été même rappelé dans le cadre des débats relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie par le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, le gaz naturel a une place en France en termes de transition énergétique. Donc il y a également une dimension transition énergétique que GRDF actuellement porte à la disposition des territoires, des intercommunalités, depuis la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et de la deuxième couronne de la région. Oui, parce qu'on ne le sait pas vraiment, puisque vous avez dit que vous étiez un opérateur, c'est-à-dire un fournisseur de tuyaux, hein, basiquement, c'est ça qu'on va résumer pour les auditeurs, c'est plus clair. Donc on n'a pas conscience que vous réfléchissez à l'énergie du futur. Absolument, avec plusieurs étapes, à court terme 2030 et 2050, comme l'a reprécisé par ailleurs en début d'année l'ADEME dans une étude. Le gaz naturel, aujourd'hui essentiellement fossile et importé de pays étrangers, va progressivement se verdir, c'est-à-dire la petite flamme bleue que vous avez au niveau de votre équipement de cuisine va devenir de plus en plus verte, notamment parce qu'on va produire du gaz vert, une énergie renouvelable sur les territoires, à travers notamment des dispositifs, la méthanisation, la fermentation de boue de stations d'épuration, de déchets agricoles, d'éjection animale, de céréales, à travers donc les biodéchets également de restauration collective, ça soit également des déchets organiques de l'industrie agroalimentaire. Souhaitez-vous que je fasse peut-être un petit zoom sur la technologie, la méthanisation? Oui, on va expliquer, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est que le biométhane et la méthanisation, quel processus, parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc expliquez-nous un petit peu plus. Processus biologique naturel, où vous mettez dans un récipient, on va dire, je vais faire ça schématique, dans une cuve, à la fois des déchets organiques, des biodéchets, donc de la tonte de pelouse, vous pouvez y mettre également des céréales, des résidus de culture. On ne vient pas en confrontation avec la production de céréales à vocation alimentaire. Vous mettez des déjections animales, c'est-à-dire des bactéries, je veux dire. Vous mettez ça dans une atmosphère sans oxygène, anaérobie, avec une température de 38 degrés, et vous avez naturellement un processus biologique de fermentation. D'une part, donc vous avez du biogaz qui est ainsi produit, un gaz naturel, renouvelable. Vous avez également un résidu solide liquide qu'on appelle le digestat. Celui-ci, on peut l'assimiler à du compost. Ça va jouer le rôle de fertilisant, d'amendement, d'engrais. D'amendement naturel. Voilà, absolument. Même pour de l'agriculture. Donc quand on achète un sac, finalement, quand on achète un sac d'engrais naturels, on retrouve ces déchets-là, finalement, progressivement, déjà vous allez avoir, ce sera de l'épandage directement. Vous n'allez pas le retrouver dans le commerce. Ce sera directement étendu sur des territoires agricoles. Mais c'est la première transformation qui nous intéresse, à savoir ce biogaz qui est constitué de méthane, du CH4, mais aussi d'eau et d'hydrogène sulfuré. Eh bien, on va le purifier, on va le mettre au bon niveau de pression et on va pouvoir ainsi l'injecter dans le réseau de gaz naturel en France. Sachez par exemple que sur le territoire d'Île-de-France, 3/4 du territoire d'Île-de-France est situé à moins de 400 mètres d'un réseau de gaz naturel. C'est-à-dire que vous avez vraiment une opportunité. Donc on a déjà des usines, vous voulez nous dire? On a déjà des usines en cours? Une cinquantaine d'unités d'injection de biométhane ont été mises en service ces dernières années. En Île-de-France. Par GRDF? Alors, accompagné aussi bien par le distributeur GRDF que par le transporteur Gaz Réseau Transport, GRT. Mais essentiellement GRDF aujourd'hui. Vous en avez donc une dizaine en Île-de-France, dont 7 plutôt dans la Seine-et-Marne, et depuis très peu, le zoo de Thoiry, dans les Yvelines, injecte à partir d'éjections animales d'éléphants et d'hippopotames. Vous avez également des décharges, donc des installations de stockage de déchets non dangereux, comme celle de Sémardel à Verbegrand qui va injecter au cours de l'été. Et nous avons des stations d'épuration Les Mureaux et dans le Val d'Oise, Bonneuil en France, qui vont progressivement également se mettre en situation de. Donc par exemple, l'usine de Bonneuil va pouvoir desservir tout le Val d'Oise?
Une partie du Val d'Oise. Et nous avons également des projets agricoles sur l'ensemble des intercommunalités, que ce soit la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, dont Enghien dépend, que ce soit sur Cergy-Pontoise, Roissy, Valparisis, le PNR du Vexin. Vous avez également, aujourd'hui, dans cette période-là, nous sommes vraiment dans de la méthanisation agricole. Il faudra attendre 2030 pour avoir l'émergence d'une deuxième génération de méthanisation à partir de la pyrogazéification de combustibles solides de récupération. Oh là, ça c'est très technique. Et 2050 pour avoir recours à du power to gas. Comme je l'ai indiqué, alors c'est quoi le power to gas? L'étude qui a été menée par l'ADEME démontre qu'en 2030, nous pourrons disposer de 30% de gaz vert dans les réseaux, et en 2050, 100% du gaz qui va circuler dans les réseaux GRDF, dans les réseaux donc exploités par GRDF, sera totalement à 100% ENR. C'est un changement de paradigme, c'est une révolution à part entière énergétique. C'est-à-dire que le gaz que vous importez, que vous utilisez aujourd'hui, chauffage, chaude sanitaire, cuisson, est essentiellement importé. Et puis énergie fossile. Donc vous allez progressivement avoir un gaz donc, qui va être produit localement, décentralisé et du gaz vert. Et la qualité essentielle du biométhane, donc de ce gaz vert, c'est une énergie renouvelable stockable. Contrairement alors stockable, c'est bien ça l'important, c'est ce que vous voulez dire, c'est une énergie stockable. Donc pour reprendre votre question précédente, le power to gas consistera à utiliser l'énergie électrique qui n'est pas stockable aujourd'hui, produite par le photovoltaïque comme par l'éolien, pour hydrolyser l'eau. L'eau, historiquement, pour ceux qui ont des rappels de cours de chimie, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Cet hydrogène, on va le combiner avec du gaz carbonique, du CO2, et on va recréer une molécule de méthane, de CH4 de synthèse, qu'on va pouvoir stocker dans le réseau. Donc tout ce qui n'est pas aujourd'hui valorisé, l'énergie résiduelle photovoltaïque et éolien, le sera à travers le power to gas. Alors, donc vous avez donné l'échéance maximum 2050. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire plus vite finalement? Alors, réglementairement, les décrets sont parus 2011-2012. Il faut à peu près 3-5 ans pour instruire administrativement toutes les procédures. Ce sont des installations classées protection de l'environnement, ICPE. Il faut lancer des appels d'offres dans le domaine public. Il faut également constituer une filière, réaliser les études, mener les travaux. Et aujourd'hui, on voit que la période 2017-2018 constitue vraiment un décollage de toutes les unités d'injection de biométhane qui va s'accélérer réellement, puisque on a quasiment autant de projets, rien qu'en Île-de-France, que d'un nombre de réalisations aujourd'hui. Une 50aine de projets, sur tous les départements d'Île-de-France, sont en train d'être travaillés pour pouvoir donc aboutir à de belles réalisations et de belles vitrines. Donc il y avait besoin déjà d'un cadre réglementaire. Il y a également l'accompagnement de GRDF, passe aussi par la faisabilité. Il faut être en mesure de raccorder ces équipements sur le réseau. Ça demande des équipements différents? Alors, jusqu'à présent, le réseau était descendant quelque part. Vous aviez des stockages ou du gaz naturel qui dégoulinait, entre guillemets, l'expression n'est peut-être pas correcte, mais qui se distribuait vers les clients. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous allez injecter, ce sont des producteurs d'énergie renouvelable qui vont injecter en remontant dans le réseau. Donc ça demande effectivement de vérifier que le réseau s'y prête, soit aussi dynamique. On est déjà dans les prémices du smart grid, smart gas grid, c'est-à-dire des réseaux flexibles, des réseaux interactifs. C'est ça qui est vraiment... Donc vous nous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, c'est le smart grid. Oui, les réseaux intelligents. Donc à ce titre-là, donc il y avait une donnée technique qu'il fallait également valider. Donc GRDF est totalement dans son rôle de service public pour valider cette faisabilité. Elle s'est vue également octroyer depuis peu de temps la possibilité de procéder à des réflexions de coûts de branchement ou de raccordement. C'est-à-dire que pour un porteur de projet qui souhaite se raccorder au réseau de gaz naturel avec son unité d'injection de biométhane, 40% des coûts de raccordement peuvent être supportés par GRDF. Donc ça va inciter également davantage de porteurs de projets. Alors ce qui compte pour le consommateur, évidemment, c'est le prix. Est-ce que le biométhane, ce gaz vert, sera moins cher que le gaz importé de Russie, par exemple? Aujourd'hui, d'abord... on comprend qu'il y a les investissements à amortir. Oui. Alors, votre question, elle est à la fois simple, naïve quelque part, mais complexe à la fois. Sachez qu'il n'y a pas d'impact pour le consommateur aujourd'hui particulier. C'est dommage. Alors, je vais répondre en deux temps, si vous voulez bien. D'une part, parce que ce gaz naturel, en fait, derrière cette question, il y avait, mais vous allez produire une énergie renouvelable, mais qui va se noyer dans la majorité du gaz qui est importé fossile aujourd'hui. Donc, on va tracer les petites molécules de gaz vert avec une garantie d'origine. C'est-à-dire quelque chose, un traceur qui va... c'est pas un traceur physique, c'est un certificat qui va garantir qu'on a injecté tant de pourcentage de gaz vert. Eh bien, ce gaz vert, effectivement, va être ensuite valorisé par les fournisseurs d'énergie auprès de leur clientèle. Effectivement, il y aura probablement un écart de prix
qui peut se situer entre 10 et 20%, mais c'est plutôt à destination des entreprises qui souhaitent verdir leur activité. Sachez que 80% du biométhane qui est injecté sur le réseau actuellement est valorisé sous forme de gaz naturel véhicule, de biogaz naturel véhicule. Le biogaz naturel véhicule, c'est l'autre composant de la transition énergétique pour GRDF. Certes, il faut produire du biométhane, mais il faut également intervenir sur une thématique qui est génératrice de gaz à effet de serre ou de particules fines, qui est le transport. Donc le gaz naturel véhicule va consister, le biogaz naturel, à valoriser ce biométhane sur des moyens de transport donc propres, ce soit sur les bennes à ordures ménagères d'Île-de-France. 80% des bennes à ordures ménagères d'Île-de-France donc la première, sont au bio-GNV. Donc la première valorisation quand même c'est l'industrie, c'est le transport ou l'industrie. Vous allez quasiment supprimer les particules fines et réduire notablement le CO2 et les gaz à effet de serre. Donc vous allez avoir un impact sur le climat et sur la santé publique. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. C'est vertueux puisque quand on associe, je vous donnais l'exemple de la benne à ordures ménagères, on est typiquement dans de l'économie circulaire. Vous allez avoir des bennes à ordures ménagères qui vont apporter des biodéchets ou une fraction fermentescible d'ordures ménagères qui est méthanisable. Et ceux-ci vont produire du gaz naturel qui va être réinjecté dans le réseau et qui va servir à son tour à alimenter la benne à ordures ménagères qui alimente. Voilà, c'est pour ça qu'on dit en fait dans la nature tout se transforme. Oui, Lavoisier avait raison bien avant l'heure. Bien avant l'heure, exactement. Donc en fait tout se transforme et tout peut être réutilisé. Alors est-ce que nous, le consommateur, on va cocher une case en disant je veux recevoir du biométhane, enfin du gaz naturel, ou bien est-ce que ça va être imposé d'office au fur et à mesure des capacités des usines de production? Votre question est pertinente. Ce sera effectivement un mix des deux. À savoir, il y aura au départ une montée en puissance des unités. Je vous disais à peu près une cinquantaine d'unités en France et une dizaine en Île-de-France. Donc il n'y a pas aujourd'hui suffisamment. D'abord, on n'a pas 100% gaz naturel, gaz vert. Donc de fait, il y a à gérer cette montée en puissance. Et d'autre part, effectivement, on le voit dans le cas du transport, vous avez des sociétés qui sont sensibles. On voit Monoprix, Carrefour, Ikea, Biocop qui demandent explicitement à leurs fournisseurs d'être sourcés par du biométhane pour leurs moyens de transport. Donc il y a effectivement ce calage. C'est une offre et la demande. C'est un marché qui se cale. D'accord, donc en fait, priorité d'abord à tout ce qui pollue finalement, si on a bien compris vos propos, c'est-à-dire le transport, oui. Voilà, et puis ensuite le particulier au fur et à mesure des possibilités. Il va y avoir donc un mélange entre le biométhane et le gaz naturel? C'est une transition, effectivement. Pour le particulier, là je veux dire, dans les tuyaux, c'est bien ça que vous avez dit. De toute façon, il y a une fraction du gaz naturel vert qui est injectée dans les tuyaux qui se retrouvera auprès de tous les particuliers. Voilà, et pour arriver à 2050, si je résume vos propos, on espère être indépendant complet, enfin on espère parce qu'il peut toujours se passer des choses avec la nature, donc on verra. Alors, autre sujet avec vous, GRDF, autre facette, j'allais dire, c'est que vous signez et vous vous engagez auprès de différents, pour la formation des jeunes, puisque vous avez signé avec les compagnons bâtisseurs, vous avez signé avec l'école de la seconde chance, vous avez signé aussi avec le GARAC. Qu'est-ce que vous voulez, quel est l'enjeu? Pourquoi signer avec toutes ces écoles? Vous avez besoin de nouvelles formations? Avec le GARAC, effectivement, donc c'est une école de formation de la profession automobile. Nous avons à cœur de procéder au lancement donc d'une filière en termes de bio-GNV, GNV, favorable au gaz naturel véhicule, qui soit complète sur toute la filière, à la fois une offre de matériel, d'équipement, de véhicules, que ce soit les véhicules utilitaires, les poids lourds, les bus, les cars, la mise en place de stations également d'avitaillement UGNV. Le scoop d'hier après-midi, c'est tout chaud, c'est le SIGEF, le syndicat d'électricité et de gaz d'Île-de-France, a confirmé l'attribution de la mise en place d'une station d'avitaillement de gaz naturel véhicule dans l'Essonne, à Vissou, mise en service en juin 2019. Donc vous avez des véhicules, des flottes de véhicules, vous avez des stations. Faut-il encore être en capacité de pouvoir maintenir, faire un SAV sur ces véhicules et garantir vraiment une boucle de retour qui soit performante. Donc il était naturel que GRDF en Île-de-France soit précurseur, soit innove pour s'associer auprès du GARAC pour mettre en place de telles filières, pour que les futurs apprentis mécaniciens, les futurs techniciens automobiles soient formés et sensibilisés à la technologie du gaz naturel véhicule. Après, on est effectivement dans une logique qui fait partie de l'ADN de GRDF, à savoir tout ce qui est le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, RSE, à savoir l'école de la deuxième chance. Ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises. Et vous le rappeliez également, tout notre partenariat avec les compagnons bâtisseurs
concourt à lutter contre la précarité énergétique. Donc on ne sera pas crédible en tant qu'entreprise de service public si nous n'explorons pas et nous n'apportons pas des réponses, que ce soit sur la santé publique, le climat, que ce soit sur l'insertion des jeunes, les ménages en difficulté. Donc on répond vraiment à ces ambitions. Alors on a parlé, donc de cette formation de technicien, ça me fait penser à la voiture, hein, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la voiture et du gaz réservé pour certains véhicules, alors que dans d'autres pays d'Europe ou le Japon, par exemple tous les taxis roulent au gaz. Pourquoi nous... Si vous avez une bonne mémoire, même durant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez, comme on le voit encore dans certains films, la traversée de Paris, des bonbonnes au-dessus des taxis noirs. Oui. C'est du gaz naturel véhicule, à distinguer du gaz de pétrole liquéfié, ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a, on le voit en Italie, plus d'1 million de véhicules, on le voit sur un certain nombre de pays dans le monde, vous avez raison de le dire, l'Iran, le Pakistan, l'Indonésie, 3-4 millions de véhicules de la sorte. En France, on est un peu timide, on en a à peu près 15 000 véhicules au gaz naturel véhicule, dont 5-6 000 sur le territoire d'Île-de-France, qui à nouveau là, se démarque et il y a une très belle dynamique de développement, puisqu'on en a autant, on a à peu près 18 000 véhicules en cours de négociation en termes de conversion d'une énergie fossile de pétrole en gaz naturel. Cela tient, il faut bien l'avouer, on va dire, à une filière automobile un peu frileuse. Je pense qu'un certain nombre de gros constructeurs français devraient être plus engagés, plus volontaristes, comme c'est le cas avec des opérateurs, des constructeurs européens comme Iveco, Fiat, donc comme la plupart des constructeurs allemands proposent dans leur gamme de véhicules, utilitaires, même poids lourds, bus, cars, les Scandinaves également, avec Scania, de vraies options GNV performantes à des coûts compétitifs et qui donnent satisfaction. Donc il y a d'une part, on va dire, un peu de timidité de la part de nos constructeurs français, et on est en train de corriger le tir en les incitant. Je sais que Dacia propose une variante GNV qui est de plus en plus convaincante et performante en prix comme techniquement. Et puis d'autre part, c'est un peu la logique de la poule et de l'œuf. Vous avez besoin, pour pouvoir faire rouler des véhicules au GNV, de disposer de stations de ravitaillement. Et aujourd'hui, il y avait un certain retard que nous comblons, puisque je vous ai donné l'exemple de Vissou avec un opérateur comme Endesa, mais on est sur les Yvelines avec un opérateur comme Total, et sur le Val d'Oise avec un opérateur comme GNVR, sur Saint-Ouen-l'Aumône, sur la zone de Roissy. Donc on est en train de rattraper ce retard. Petit à petit, vous allez négocier avec les compagnies c'est eux qui, les stations d'essence, spontanément, je dirais, et dans la logique de la transition énergétique, se repositionnent. Total a annoncé il y a 1 an de cela, stratégiquement, son passage du pétrole au gaz. Et le transport au gaz naturel a toute sa logique. Donc c'est une rencontre entre des donneurs d'ordre publics, des collectivités, je vous le disais, la ville de Paris, la métropole, le conseil régional, toutes les structures intercommunales, la ville d'Enghien, qui ont envie de contribuer à un air davantage respirable, non pollué, sans particules fines, sans gaz à effet de serre. Donc c'est cette rencontre-là d'une ambition de territoire public avec des opérateurs, soit publics ou privés, je vous parlais du CIGEF, des opérateurs privés, et puis un faciliteur, un catalyseur, GRDF, qui essaye de combiner les meilleures opportunités, de travailler quelque part d'une forme de maillage, de réseau, de schéma directeur, permettant de mettre en place des unités d'injection de biométhane en économie circulaire qui vont desservir des stations d'avitaillement de GNV au profit des particuliers, des entreprises et des logisticiens. Ça ne nous a pas échappé. Le centre de Paris va interdire sur les années 2000 le diesel. 2020. Voilà, 2020, effectivement. Vous avez du lapsus. Donc, comment y faire face? Je dirais, pour transporter des charges lourdes avec une très forte autonomie, le bio-GNV est la meilleure solution aujourd'hui. Et alors, pour la consommation pour les véhicules de ce bio-GNV, à quelle échéance d'année on peut dire pour avoir un réseau en France qu'on puisse conduire et recharger sa voiture? Aujourd'hui, vous avez à peu près 50 stations publiques en France, vous en avez une quinzaine en Île-de-France et 230 stations privées. Donc là aussi, on met les bouchées doubles, ça devient, je ne vais pas dire exponentiel, mais le marché a atteint sa taille critique, c'est-à-dire qu'il est maintenant vraiment véritablement parti. Donc vous pouvez aujourd'hui, sans souci, faire l'acquisition de véhicules au GNV et vous disposer... Et on peut traverser la France sans souci pour remplir son réservoir. Oui, tout à fait. Alors vous avez des applications qui vous permettent effectivement de... Voilà, on ne peut pas s'arrêter n'importe où, évidemment. Donc il faut de des géolocaliser de manière préférentielle, ça demande encore de l'ajustement, mais dans toutes les grandes villes, 2 tiers aujourd'hui des villes de plus de 200 000 habitants ont déjà basculé leur flotte
la flotte de véhicules en grande partie sur du GNV. Donc vous avez finalement des accès assez privilégiés à ce biocarburant. Eh bien, c'est une bonne chose pour la planète et puis pour notre santé, puisqu'on n'aura plus de, comme vous avez dit, de particules fines à terme. On peut espérer donc 2050, vous avez dit pour les maisons. Le transport, c'est en cours. Et la voiture, on peut espérer dans les mêmes... Dès à présent, mais bon, pour une couverture un peu plus large, complète, on peut espérer aussi atteindre 2050. Alors, dernier investissement dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, Michel Piazza, c'était que GRDF vient de rentrer chez un incubateur. Vous êtes partenaire maintenant de Paris & Co. Alors, pourquoi ce choix ? Oui, effectivement, ça remonte à peu près 6 mois, un semestre de cela. On souhaite établir avec un certain nombre d'acteurs, des entreprises ou des startups effectivement locales, un lien privilégié entre une grande entreprise, un groupe public et un certain nombre de startups, que ce soit notamment dans l'économie circulaire. On a ainsi participé il y a à peu près 2-3 mois de cela à une première opération autour de la méthanisation avec un certain nombre de startups et je crois savoir que ce matin une d'elles interviendra, Green Creative. Voilà, on va appeler Green Creative puisqu'ils ne peuvent pas être avec nous en studio aujourd'hui, donc on va les appeler pendant la pause musicale dans quelques minutes. Voilà, cela participe vraiment à notre, je vous disais tout à l'heure, l'insertion, la lutte contre la précarité et aussi donner une couverture à accompagner, faciliter la montée en puissance d'entreprises. Merci beaucoup Michel Piazza. On va tout de suite faire une pause musicale. On va appeler pendant ce temps Lucie Nouri, la dirigeante de la start-up Green Creative, qu'on prendra à l'antenne par téléphone. Ok, on a une 30. Mais laissez un peu plus si vous n'avez pas le temps de la joindre, c'est tout. Oh, c'est jouable. C'est quoi le numéro ? Alors, 07 86 04 64 04. Ça s'appelle comment ? Lucie Nouri. Okay. Alors là, on met nos casques parce que sinon on l'entend pas. Est-ce que après, vous pourrez réintervenir. Voilà, je voudrais juste. Est-ce que vous communiquez éventuellement des coordonnées pour ma part ou pas ? J'aimerais bien éventuellement avoir, par exemple, un compte Twitter qui soit connu. Oui, puis pas de souci. Si, je vais vous le demander en dernier. Il y a des porteurs de projets qui peuvent être intéressés à continuer le débat. Oui, mais après la start-up. C'est bon pour Lucie Nouri. Comment ? C'est bon. Elle est là ? Elle est là, la serre est calée. Ah, super. Bruno, t'as jusqu'à quelle heure, toi ? Comme tu veux. Pas de contrainte. On y retourne dans 30 secondes. C'est qui là la musique ? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Badunk Kadunk. Pardon ? Badunk Kadunk. Passez-moi mon papier parce que. Là, ce truc-là, Badunk Kadunk. Ah oui, c'est ça. Merci. Attention, 9 secondes. Nous voici de retour sur IDFM, c'était BLV Badunk Kadunk. Vous avez reconnu un autre groupe dans l'électro, puisque toute cette semaine, nous fêtons l'électro, vu que samedi soir, le groupe Vitalik se produit à Anguin-les-Bains. Alors, nous sommes tout de suite avec Lucie Nouri, bonjour. Lucie Nouri, vous êtes donc la cofondatrice de Green Creative. Et vous êtes une femme, vous êtes spécialisée dans un domaine innovant pour une femme, c'est le traitement et la valorisation des déchets. La France se plaint qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie, vous êtes l'exemple au contraire, il en faut. Alors que faites-vous ? C'est-à-dire, quel type d'équipement ? Donc vous avez été pris dans l'incubateur Paris & Co. Qu'est-ce que ça vous apporte, Paris & Co ?
Voilà, donc ça vous a permis de rencontrer des grands industriels beaucoup plus connus auprès de qui vous pouviez tout de suite faire valoir votre projet finalement. Est-ce qu'ils ont, donc ils font de l'accompagnement, je suppose? Alors GRDF qui est avec nous aujourd'hui vous accompagne, je suppose. Et dans cet incubateur Paris & Co, grâce à GRDF, il y a également d'autres sociétés comme Datapol, Waga Energy, Néocarbone. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que finalement d'être ensemble dans un même domaine, c'est riche pour vous développer, quoi? Alors, vous existez depuis maintenant plus de 3 ans, donc vous êtes à la fin de ce qu'on appelle la start-up, vous êtes maintenant une vraie entreprise. Quels sont vos besoins actuellement? Bien sûr. Donc vous voulez dire que les banques sont quand même encore frileuses, c'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui? Et heureusement qu'il y a des programmes comme la région, comme PME. On en a parlé la semaine dernière avec Alexandra Deblanche qui était à notre micro. Effectivement, la région propose plusieurs systèmes de financement pour aider les jeunes entrepreneurs, notamment dans l'industrie. D'accord. Et maintenant, vous êtes installée où alors, Lucille Nourri? Alors, si quelqu'un veut vous contacter, donc je rappelle que vous faites de la conception, fabrication et commercialisation de solutions pour le traitement et la valorisation des déchets, donc notamment l'ouverture de plastique ou de conserve pour retirer l'aliment qui reste à l'intérieur. Si quelqu'un, un industriel ou quelqu'un veut vous contacter, où faut-il, à quelle adresse mail peut-il vous contacter? Ou quel site internet? .creative.com. Merci beaucoup Lucille Nourri, bonne journée, puis à bientôt à l'antenne et merci d'avoir été avec nous sur IDFM. Au revoir. Michel Piazza, donc vous accompagnez donc pas mal de projets. Si des jeunes start-upers ont envie de vous contacter, on fait comment? Que ce soit des jeunes start-upers, que ce soit même des porteurs de projets publics-privés, que ce soit même des particuliers qui seraient sensibilisés à la transition énergétique et qui souhaiteraient s'investir dans l'entreprise GRDF. Nous avons une politique de recrutement, d'alternance, d'apprentis. Donc voilà, les portes sont grandes ouvertes. Je fais un appel du pied, je tends la main. Vous pouvez me joindre sur mon compte Twitter, @piazzaidf, P-I-A-Z-Z-A, donc IDF. Et déjà, vous m'aurez en direct et je pourrai ainsi recevoir vos suggestions, vos besoins, vos attentes. Merci beaucoup Michel Piazza. On va tout de suite faire une autre pause musicale et puis ensuite on accueille Justine Bouillère pour la plateforme Avec. Là on part pour une 40. D'accord. Après on fera plus beaucoup de pauses parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais, ça marche. Bon, super. Bon, je pense qu'on a dit le principal. Si j'ai le temps, mais je suis pas sûre aujourd'hui, si on a le temps, je vous repasse la parole pour 1 minute de conclusion, mais ça va être un peu chaud. On va voir. On est dans les temps de toute façon. On est tout à fait dans mon timing, tout va bien.
J'avais prévu Justine Bouillard à 9h, après la pause musicale de 9h40. Donc, Je l'ai raccourci avec les 4 minutes. ah non, mais là, Je de l'ai toute mis en façon, 1h40. alors là, c'est. Donc, voilà. Là, c'est Justice avec Fire. Ouais. Sorti quand? Alors Justine, je vous propose de nous dire qui est l'association avec, parce qu'on ne la connaît pas en fait, on ne sait pas ce que c'est, et puis ensuite on parlera de la plateforme d'appui RH qui elle est destinée. Tu organises ça, Alors vous pouvez, quand on va commencer à parler de la plateforme, ça serait bien que vous profitiez, qu'on rappelle, on y retourne. on y va, les modifications du C'est code parti. travail, de la professionnalisation, Juste là. de la formation professionnelle, etc. Ça serait bien. Maintenant. Justine Bouillère, donc nous voici pour la deuxième partie de notre émission. Vous faites partie de l'association AVEC. Alors déjà, qui est AVEC? Que fait-elle? Et puis ensuite, on parlera de la plateforme RH que vous nous proposez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, l'association AVEC, en fait, est une association qui est assez ancienne sur le territoire du Val d'Oise et plus particulièrement sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. En fait, c'est une association qui œuvre pour le développement économique et plus spécifiquement l'insertion professionnelle des jeunes vers l'emploi et puis aussi le développement des entreprises, des PME sur son territoire. Donc l'association AVEC, c'est d'abord une équipe. On est entre presque une quarantaine en fait, de salariés sur l'association, donc c'est plutôt une grosse association sur le Val d'Oise. Une grosse association. Et on va dire en termes d'activité, on a plusieurs projets. Le principal projet, on va dire, de l'association AVEC, c'est la mission locale, ce qu'on appelle la mission locale, le pôle emploi des jeunes, en quelque sorte. Donc l'objectif en fait de la mission locale, c'est d'accompagner des jeunes vers l'emploi, vers la formation et puis aussi au niveau de leur projet professionnel. Et il y a aussi tout un volet d'accompagnement social. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant, oui, d'avoir quelques chiffres. Un certain volume en plus. En 2017, au niveau de la mission locale, on a accueilli 1400 nouveaux jeunes. On en a accompagné plus de 3100. Il y a eu plus de 10 000 entretiens réalisés avec un conseiller, entre un conseiller et un jeune. Donc voilà, 600 jeunes en formation. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez imposants. Donc ça c'est la mission locale et puis après il y a d'autres projets qui tournent autour notamment ce qu'on appelle la garantie jeune, donc un projet qui a démarré en 2017. Donc là c'est un SAS on va dire de 12 mois pour des jeunes qui sont quand même assez éloignés de l'emploi et donc c'est un SAS en fait d'accompagnement et de formation vers l'emploi. Et on a aussi ce qu'on appelle du diplôme à l'emploi, donc là c'est l'accompagnement plus spécifique en fait des jeunes diplômés, à partir d'un bac plus 2, bac plus 3 jusqu'à bac plus voilà. Et puis on a aussi le parrainage. Donc ça, la mission de parrainage, effectivement, c'est-à-dire effectivement, alors d'ailleurs on recherche constamment des bénévoles, donc si vous êtes jeune retraité, ça nous intéresse, et que vous avez envie d'accompagner des jeunes vers l'emploi. Donc voilà, pour vous donner aussi un ordre d'idée, en 2017, il y a eu 75 missions de parrainage réalisées par l'association AVEC. Donc les jeunes tapent à la porte d'eux-mêmes ou est-ce que vous allez les chercher? Les deux en fait. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est national, la mission locale, donc on travaille aussi avec beaucoup de partenaires sur le territoire. Pour accompagner les jeunes avec nos spécificités, parce qu'on a aussi des spécificités d'accompagnement de jeunes en situation de handicap aussi également. Donc voilà, et puis on fait aussi beaucoup d'actions de communication, notamment avec des entreprises, des partenariats avec des entreprises, des rencontres, des visites d'entreprise. Et puis aussi, pour vous donner un exemple, d'ailleurs si vous êtes un jeune et que vous écoutez cette émission, c'est jamais. Mais alors on est jeune jusqu'à quel âge pour vous?
Alors, pour la mission locale, ça va jusqu'à 26 ans et pour du diplôme à l'emploi, ça va jusqu'à 30 ans, je crois. Voilà, pour vous donner des exemples, on organise aussi des sessions de recrutement. Donc, par exemple, si le 19 juin de 10h à 12h30, voilà, vous n'avez rien à faire, venez à la mission locale parce qu'on organise des sessions de recrutement sur les métiers de la restauration et du commerce. Oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir en ce moment, en Val d'Oise en particulier, dans ces métiers-là, la restauration et le commerce. Alors, la plateforme RH, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que c'est? C'est un site internet? C'est un lieu? Qu'est-ce que la plateforme d'appui RH? En fait, c'est un service, donc ça, c'est ma partie spécifiquement, parce que moi, je suis chargée de projet RH sur la plateforme, donc c'est un autre des services en fait, de l'association avec. Donc, on est une petite équipe, hein, on est 5 salariés sur cette plateforme. C'est un vieux dispositif, en fait, la plateforme d'appui RH, qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Et le principe de la plateforme, c'est d'accompagner des dirigeants ou des responsables administratifs sur le volet RH, et ce, gratuitement. Donc ça veut dire que toute entreprise qui cherche, hier on avait 3 TPE, 3 petites entreprises avec nous et elles décryptaient l'économie. Elles nous disent qu'elles ne sont pas assez entendues, en fait, c'est ça qu'elles ont voulu nous dire hier. Donc, et notamment pour les recrutements, parce qu'on parlait formation en alternance et elles disent que dans les écoles, on ne les écoute pas. Et donc, seuls les grands groupes ont accès aux écoles qui proposent des formations en alternance, mais que quand elles demandent ou elles proposent, on leur dit qu'il n'y a plus de place. Alors, est-ce que vous pouvez les aider? On peut proposer donc aux entreprises qu'elles vous contactent si elles sont en recherche de candidats, que ce soit en formation par alternance ou autre, vous les aider. Oui, tout à fait. Alors, notamment le recrutement, pas que. Bon, après, je parlerai peut-être aussi d'autres exemples d'accompagnement qu'on réalise. Mais effectivement, le recrutement, c'est la principale préoccupation, on va dire, des PME, des TPE, des PME. Nous, on accompagne principalement des petites structures, hein, plutôt petites, voilà, moins de 10 salariés, on va dire, en général. Et effectivement, le recrutement, c'est une des portes d'entrée du type d'accompagnement que nous on propose. Alors nous, on est assez généraliste, c'est-à-dire que le recrutement, c'est pas juste recruter un salarié, c'est travailler sur son image pour justement attirer ses salariés, c'est travailler sur le maillage territorial pour, par exemple, pour développer des partenariats avec des centres de formation, des écoles sur le territoire. Donc voilà, c'est aussi réfléchir à l'intégration du salarié, c'est aussi travailler sur sa marque employeur. Enfin voilà, le recrutement, c'est une problématique quand même RH assez globale. Et voilà, nous, notre objectif, c'est d'aider les structures à recruter et à bien... Oui, parce que les TPE n'ont pas toujours un service RH. Donc, en fait, vous les aidez. C'est comme un service RH externalisé. Ouais. Quel est alors, si on veut vous contacter, si on est une entreprise, comment on fait pour vous contacter, Justine Bouillère? Donc, moi, j'ai un numéro de téléphone, 01 34 41 70 70. 01 34 41 70 deux fois. Ouais. Alors après, on a aussi un site internet et puis on organise. Alors, on accompagne de manière individuelle sur le volet RH, mais de manière collective. On organise en fait des ateliers, des formations aussi pour les dirigeants. Très très régulièrement, voilà, quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Donc sur notre site internet, dans l'onglet agenda, vous avez le programme de nos ateliers. Donc, notamment le 28 juin, on va parler du document unique, qui est quand même un document obligatoire mais qui est rarement mis en place dans les structures. Et voilà, c'est notamment l'occasion aussi de nous rencontrer et puis de voir un petit peu vos besoins, que ce soit en recrutement, en formation, mais aussi sur le volet des obligations légales, parce qu'on accompagne beaucoup les structures à se mettre en conformité. Donc en fait, on peut aussi venir vous voir à Cergy, à votre bureau de Cergy. Ah ouais, tout à fait. Bon, alors même si je suis souvent en entreprise, mais... Enfin, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre au niveau de l'association. Et pour vous dire, on n'accompagne pas que les entreprises de Cergy-Pontoise. Hein. On a effectivement, nous, sur la plateforme, un secteur qui est assez élargi, qui est presque valdoisien en fait, puisqu'on accompagne l'agglo de Cergy-Pontoise, le Vexin français, tout le centre du Val d'Oise, en partant de Beaumont-sur-Oise, en allant jusqu'à l'agglomération du Val-Parisis. Voilà, et donc on accompagne en priorité les structures de moins de 50 salariés, mais également les associations, ça faut le noter, parce qu'on a aussi ce savoir-faire-là. Il faut savoir que les associations ont quand même une part assez importante dans le développement économique du territoire, et voilà, relèvent du droit privé. C'est très juste, notre radio est une association, ouais. on est l'exemple type. Merci beaucoup Justine Bouillère. Donc je rappelle que
Que vous soyez association ou entreprise, si vous avez un problème de RH, eh bien contactez l'association avec. Ils ont développé un service pour vous aider à recruter. Et puis si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien contactez-les. Ils ont également un autre service pour vous aider à trouver un job accompagné d'une formation ou pas. Et bien tout de suite, il est 9h50, c'est l'heure des infos de Jérôme. Et puis on va finir par notre secret de cuisine du jour. Bientôt la Bonjour fin. Jérôme. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Je dis même plus bonjour maintenant. Bientôt la fin d'E3. Donc malheureusement pour les fans, le plus grand salon international du jeu vidéo à Los Angeles se finit aujourd'hui. De nombreuses conférences ont défilé sans arrêt durant ces 6 jours. Mais le plus attendu, quels sont les prochains jeux? Le 5 octobre, retrouvez Assassin's Creed. Donc plongez entre les guerres du Péloponnèse et l'exploration de la mer Égée. Choisissez qui vous incarnez, Alexis ou Cassandra, c'est vous qui choisissez. Prochainement, vous pourrez aussi vous balader dans l'océan Indien avec Skull and Bones, piraterie, pillage, navigation, montez tous à bord, seuls ou entre amis. Un dernier exemple pour finir de vous mettre l'eau à la bouche, Ghost of Tsushima vous envoie au XIIIe siècle, donc devenez un samouraï en maniant le sabre et votre cheval. Alors, pour vous donner des petites informations, à combien revient ce salon? Il faut savoir que le simple prix d'un standard est extrêmement coûteux. Donc, pour 55 mètres carrés, ça peut revenir entre 300 000 et 500 000 $. Considérable, n'est-ce pas? Mais cela n'inclut pas le stand en lui-même. Pour le construire, si nous prenons l'exemple d'un design ordinaire, cela revient entre 80 000 et 250 000 $ en plus. Mais visiblement, ça vaut le coup parce que grâce à E3, c'est plusieurs millions d'exemplaires qui sont vendus pour les constructeurs. Autre info, Jérôme. L'innovation au service de la Coupe du Monde de football. Donc vous le savez sûrement tous maintenant, la Coupe du Monde de football débute aujourd'hui en Russie. Une majorité de footballeurs porteront, sans le savoir, des technologies de l'industrie française Arkema. Donc, le chimiste a développé dans son centre de recherche et développement de Normandie un matériau innovant, le Pebax. Il compose les semelles extérieures des chaussures des champions. Donc, à quoi ça sert? Le Pebax permet le maintien de la chaussure lors de brusques changements de direction, ce qui est quand même assez utile pour le foot. Cette semelle serait capable de se plier 1 million de fois sans perdre ses propriétés, même dans des conditions climatiques extrêmes. Donc, il est développé dans le centre de Cerquigny en Normandie. Il s'agit du plus grand des 13 centres du chimiste français dans le monde, hébergeant 250 salariés. Alors, plus que jamais, allez la France! Merci beaucoup, Jérôme. On vous retrouve dès demain. Bruno, bonjour. Bonjour Florence. Quel secret de cuisine aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette que j'adore faire, une recette de saison. Un joli plat qui a tout pour plaire à vos invités. D'ailleurs, je me rends compte en parlant qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas servi. Rien que d'en parler, ça me donne envie de le faire, d'ailleurs, ce week-end. On va donc faire des calamars dorés à l'ail. Cette recette, je l'ai trouvée dans un livre qu'une amie m'a offert et qui s'appelle « À la table de Nicole ». Nicole étant la patronne d'un excellent restaurant à Nice qui s'appelle La Petite Maison. Précision sur ce plat, c'est un peu cher. Alors, c'est une recette pour 4 personnes pour laquelle il vous faut 6 calamars de 300 grammes pièce, 2 tomates fermes, 2 petites courgettes, 5 gousses d'ail, 6 brins de ciboulette, un piment calabré rouge ou vert, une cuillère à café d'herbe de Provence, de l'huile d'olive, fleur de sel et poivre. Vous nettoyez les calamars, vous retirez la peau et vous les émincez assez finement. Ne faites pas la grimace, Florence, cette opération se fait très bien. Ensuite, vous les épongez. Vous prenez un plat à fond épais et vous y mettez les calamars avec l'huile d'olive froide. Vous enfournez à 200 degrés, soit thermostat 7, pour 40 minutes environ. Pendant ce temps, vous épluchez les tomates et vous les coupez en dés. Vous hachez finement l'ail, la ciboulette et le piment. Lorsque les calamars sont dorés, vous retirez le plat du four et vous le mettez sur feu doux. Vous décollez les calamars avec une spatule. Vous rajoutez les tomates, les herbes de Provence, l'ail, la ciboulette et le piment haché. Vous salez et poivrez. En général, ça va sentir très bon dans votre cuisine. Vous remuez le tout et vous laissez mijoter 10 minutes jusqu'à ce que l'ail soit doré. Attention à ne pas le brûler. Pour les courgettes, vous les coupez soit à la mandoline en fines lamelles, soit en petits dés. Et vous les faites blanchir 2 minutes afin qu'elles conservent leur croquant. Je rappelle que faire blanchir, c'est un terme technique qui consiste à mettre les courgettes dans de l'eau bouillante. Et
juste qu'elle regarde leur croquant. Vous les égouttez et puis vous dressez tiède sur une assiette chaude et posez par-dessus les calamars légèrement arrosés d'huile d'olive. Vous pouvez alors servir aussitôt, c'est un pur régal. Vous pouvez accompagner les calamars avec un rosé de Provence, à boire avec modération, et vous n'allez pas être déçus. Oui, maintenant c'est sûr, je vais me faire ce plat ce week-end. Bon appétit et à la semaine prochaine. Merci Bruno, à la semaine prochaine. Nous aussi, on a l'eau à la bouche. Alors Michel Piazza, on a parlé biométhane, méthanisation, gaz vert. On peut être content, on peut dire en conclusion qu'on peut être content que le gaz vert en 2050 va couvrir tout le territoire. C'est bien ça, peut-être, le mot de conclusion ? Le mot de conclusion sera peut-être culinaire. Je vous propose une variante à cette recette de cuisine. Passez par une plancha au gaz naturel, gaz vert. J'y ai pas pensé. Hein. Et comme j'apprécie la culture chinoise, ayez recours à du curcuma ou à du gingembre. Et vous verrez, ça va être succulent. Alors pour reprendre directement votre question, effectivement, donc, sans attendre 2050-2030, le gaz naturel vert, renouvelable est déjà présent. Hein, et si nos échanges ont suscité des vocations, que ce soit en termes d'emploi, en termes de porteurs de projets, GRDF organise des matinales, des conférences, des thématiques. La semaine dernière, c'était du côté de Roissy pour le GNV et d'ici fin du mois, il y aura avec le conseil départemental de l'Essonne et la ville d'Igny également une participation au salon de développement durable en lien aussi avec la Chambre d'agriculture. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour que nous puissions nous rencontrer et faire un bout de chemin ensemble. Voilà, et en fait ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, c'est que le gaz vert remplace petit à petit le gaz naturel dans nos maisons sans qu'on s'en rende compte. Et puis vous nous avez aussi appris qu'on pouvait traverser la France avec une voiture au gaz naturel. Oui. Les stations existent. Bon, certes, il y en a peu, il faut une application spécifique, mais ça va se développer au fur et à mesure des années. C'est ça, l'industrie. Il faut un petit peu de temps. Voilà, c'est l'aventure de l'industrie. Merci en tout cas à vous deux, Justine Bouillère et vous, Michel Piazza, de votre présence aujourd'hui. On se quitte, chers auditeurs. On vous dit à demain. En attendant, on vous passe un autre titre pour vous faire connaître la musique électro. On a du bol. On a 3 minutes de plus que d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas mon chargeur ?